Parfois, les choix les plus douloureux sont ceux que nous faisons par amour. Je m'appelle Marthe Jean Thompson et j'ai 87 ans maintenant. Les rides sur mon visage racontent une histoire de joie et de douleur, bien que pendant de nombreuses années, la douleur ait éclipsé tout le reste. Je suis née dans une petite ville appelée Ville-Soleil, dans le Var, en 1938, à une époque où l'on attendait des femmes qu'elles se contentent du mariage et de la maternité. Peut-être est-ce pour cela que je suis restée silencieuse si longtemps. J'ai rencontré Richard au printemps 1953. J'avais seulement 15 ans, travaillant à la pharmacie de mon père après l'école. Richard avait 22 ans, beau dans son uniforme militaire, revenant juste de son service en Algérie. Il avait ses yeux bleus perçants qui semblaient voir à travers vous et un sourire qui pouvait charmer n'importe qui en ville. Il venait tous les jeudis après-midi pour un milkshake au chocolat et il me laissait toujours un pourboire généreux, faisant un clin d'œil en quittant la porte. Mes parents étaient prudents. Au début, il était plus âgé. Après tout, mais Richard savait comment gagner les gens. Il apportait à mon père des cigares coûteux et aidait ma mère à porter les courses. Quel gentleman, disait ma mère. On n'en trouve plus beaucoup comme lui de nos jours. Quand j'ai eu 17 ans, mes parents avaient donné leur bénédiction pour que nous nous fréquentions officiellement. Nous nous sommes mariés en juin 1956, juste après mon baccalauréat. Je me souviens encore de ma robe blanche, avec le col en dentelle, comment mes mains tremblaient en tenant mon bouquet de roses blanches et de lis. Toute la ville est venue au mariage. Richard était très respecté. Travaillant à la banque locale à ce moment-là, les gens disaient que j'avais de la chance d'avoir trouvé un si bonhomme. Je le croyais aussi. La première année, notre mariage était tous ceux dont j'avais rêvé étant jeune fille. Richard nous avait acheté une petite maison à la périphérie de la ville, avec une véranda à l'avant, où je m'asseyais le soir, regardant le soleil se coucher, peignant le paysage méditerranéen dans des nuances d'orange et de violet. Nous parlions d'avoir des enfants, de la vie que nous construirions ensemble dans cette communauté. Richard m'apportait des fleurs sauvages qu'il cueillait en rentrant du travail et les week-ends. Nous allions au lac voisin pour des pique-niques. La première fois qu'il m'a frappée, c'était 2 semaines après que je lui ai annoncé que j'étais enceinte. J'avais brûlé son petit déjeuner. Les œufs étaient trop durs. Le pain trop grillé. Ça s'est passé si vite. 1 minute. Je m'excusais. La suivante. J'étais au sol, ma joue cuisante, les oreilles bourdonnantes. Richard s'est immédiatement agenouillé à côté de moi, pleurant, implorant le pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris, sanglotait-il. Ça n'arrivera plus jamais. Marthe, je le jure sur ma vie, j'ai cru. Il y avait un bébé en route. Het in 1957. Le divorce n'était pas quelque chose que les femmes respectables envisageaient. De plus, je l'aimais. Et quand il n'était pas en colère, il était le même homme charmant qui avait conquis mon cœur. Mais ça s'est reproduit encore et encore, toujours suivi de larmes, de promesses, de périodes de bonheur parfait, qui me faisaient croire que les choses changeaient. Enfin, j'ai appris à cacher les bleus avec du maquillage,
à dire aux voisins que je m'étais cognée contre une porte. Quand ils remarquaient ma lèvre fendue ou mon œil au beurre noir, je suis tellement maladroite. Je dis, ah, si, pendant que Richard passait son bras autour de moi de manière protectrice, quand Michel est né en janvier 1958, j'ai pensé que les choses s'amélioreraient pendant quelques mois. C'était le cas. Richard rentrait du travail et berçait notre fils, chantant des berceuses d'une voix si tendre qu'elle me faisait monter les larmes aux yeux. C'est ce que j'ai toujours voulu, murmurait-il. Tu m'as tout donné, Marthe. Puis Richard a perdu son emploi à la banque. Il disait que c'était une réduction d'effectifs, mais des années plus tard, j'ai appris qu'il avait été pris en train de détourner de l'argent des comptes des clients. Il a commencé à boire beaucoup, disparaissant parfois pendant des jours. Quand on entrait, la moindre chose le mettait en colère. Michel qui pleurait le dîner qui n'était pas prêt. Moi demandant où il était allé. La première fois qu'il a fait mal à Michel, notre fils n'avait que 18 mois. Michel avait renversé le verre de whisky de Richard. Richard l'a attrapé par son petit bras si fort que cela a laissé des marques en forme de doigts. Quand j'ai essayé d'intervenir, Richard m'a jeté contre le mur, me coupant le souffle. Si tu essaies de me quitter, a-t-il sifflé cette nuit-là, alors que je pleurais dans le lit, je te retrouverai et je m'assurerai que tu ne revois jamais ce garçon. Être qu'il ne sera plus là pour que tu le vois. Je savais qu'il le pensait. La façon dont ses yeux regardaient quand il l'a dit froid, comme ceux d'un serpent, je savais que c'était pas juste l'alcool qui parlait. Pendant 3 ans de plus, j'ai enduré, j'ai tout essayé. Être l'épouse parfaite, garder Michel silencieux quand Richard était à la maison, demander conseil à mon curé, qui m'a dit de prier plus fort et d'être plus soumise. Rien n'a aidé. Mon salut est venu sous la forme de ma sœur, Caroline, qui vivait à Lille. Elle est venue pour le 4e anniversaire de Michel et a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Quand Richard est sorti boire ce soir-là, Caroline m'a confrontée. Au début, j'ai tout nié, c'était honteux d'admettre que votre mariage était un échec, que vous ne pouviez pas protéger votre propre enfant. Mais Caroline n'a pas lâché. Elle m'a montré comment Michel sursautait à chaque fois qu'une porte claquait, comment il se taisait quand le nom de Richard était mentionné. Ce n'est plus seulement à propos de toi, Marthe, a-t-elle dit. Quel genre d'homme Michel deviendra-t-il s'il ne voit que cela? Cette nuit-là, après que Caroline s'était endormie dans notre chambre d'amis, je me suis assise près du lit de Michel, le regardant dormir, ses cils sombres reposant contre ses joues, sa petite poitrine montant et descendant. Un bleu était encore visible sur son avant-bras, là où Richard l'avait attrapé 3 jours plus tôt. À cet instant, j'ai su ce que je devais faire. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de commenter d'où vous regardez. Votre soutien signifie le monde pour moi. Le lendemain matin, pendant que Richard était à son nouvel emploi dans la construction, j'ai exposé mon plan à Caroline. Elle a pensé que j'étais folle au début. Tu vas faire quoi? A-t-elle demandé, sa tasse de café s'arrêtant à mi-chemin de ses lèvres. J'envoie Michel avec toi à Lille.
Ai-je répété je dirai à Richard qu'il est juste en visite, qu'il reviendra dans quelques semaines. D'ici là, j'aurai trouvé comment m'enfuir en sécurité. Marthe, c'est insensé. Viens avec nous maintenant, tous les deux. J'ai secoué la tête. Tu ne comprends pas. Si nous disparaissons tous les deux, il ne cessera jamais de nous traquer. Il a des amis dans la police. Il dira que j'ai kidnappé son fils. Mais si je reste, si je peux le convaincre que j'ai accepté les choses, je peux planifier correctement, économiser de l'argent, trouver un endroit où il ne pensera jamais à regarder. Caroline a argumenté, mais a fini par comprendre. La Méditerranée m'avait appris la patience. Parfois, pour survivre, il faut jouer le long jeu. Nous avons préparé une petite valise pour Michel, lui disant qu'il partait en vacances spéciales avec sa tante. J'ai mis son ours en peluche préféré au-dessus, avec une photo de moi. La partie la plus difficile a été de retenir mes larmes en lui disant au revoir. Quand viendras-tu, maman? A-t-il demandé, ses petits bras enroulés autour de mon cou. Bientôt, mon chéri, ai-je promis. Maman a du travail important à faire ici d'abord, mais je viendrai pour toi. Poi, qu'il arrive, je viendrai pour toi. Cette nuit-là, quand Richard est rentré, je lui ai dit que Caroline avait emmené Michel pour une visite, comme prévu. Il est entré dans une rage, jetant des meubles, menaçant de me tuer. Mais quand j'ai pas riposté, quand j'ai simplement dit « Il sera de retour dans 2 semaines », Caroline voulait juste passer du temps avec son seul neveu, Richard s'est finalement calmé. 2 semaines, a-t-il dit, pointant son doigt sur mon visage. Pas un jour de plus. Ce que Richard ne savait pas, c'est que Caroline et Michel étaient déjà dans un bus en direction de Lille et que je n'avais aucune intention de ramener mon fils dans cet enfer. Les 15 années suivantes furent les plus dures de ma vie. 2 semaines passèrent, puis 3. La rage de Richard, quand Michel n'est pas revenu, était différente de tout ce que j'avais connu. J'ai fini à l'hôpital avec 3 côtes cassées et une pommette fracturée. J'ai dit aux médecins que j'étais tombée dans les escaliers. Ils n'ont pas posé de questions. Richard a appelé la police, signalé que Michel avait été kidnappé, mais Caroline avait prévu, elle avait obtenu des documents montrant qu'elle avait la permission de s'occuper de Michel. Une amie au tribunal l'avait aidée antidatant des papiers avec ma signature. L'enquête s'est finalement essoufflée et je suis restée. J'ai enduré les coups de Richard, ses abus verbaux, son contrôle. J'écrivais secrètement des lettres à la voisine de Caroline, qui les transmettait à ma sœur, qui les lisait à Michel. Je ne pouvais pas risquer d'écrire directement à eux. Richard vérifiait le courrier religieusement. Les années passaient, les coups devenaient moins fréquents à mesure que Richard buvait plus. Devenant trop intoxiqué pour faire plus que crier, je travaillais au café local, cachant de l'argent dans un trou sous les planches du placard de notre chambre. 1 euro à la fois, je construisais mon fonds d'évasion et à chaque centime économisé, je murmurais à moi-même, un jour de plus près de Michel, ce que je ne savais pas alors, c'est que la lettre qui changerait tout était déjà en route vers moi, une lettre qui me donnerait enfin la force de partir,
Que signifie être une mère quand vous ne pouvez pas tenir votre enfant, quand vous ne le connaissez qu'à travers des mots sur du papier et des souvenirs lointains chaque nuit. Pendant 15 heures, je me suis endormie avec la même prière sur mes lèvres. Garde-le en sécurité. Fais-lui savoir qu'il est aimé. Je m'allongeais dans le lit à côté de Richard, sans soufflet lourd d'eau cool. Et je récitais silencieusement tout ce dont je pouvais me souvenir de Michel, la façon dont ses cheveux bouclaient à la nuque, comment il fronçait le nez quand il riait, le son de sa voix, m'appelant maman. J'étais terrifiée d'oublier, parfois, dans les heures sombres avant l'aube, je traçais les contours de son visage dans mon esprit, la panique montant quand certains détails devenaient flous. Ses yeux avaient-ils cette tache dorée dans l'iris gauche? Ou était-ce le droit? Son rire avait-il ce petit hoquet à la fin? Ou est-ce que je confondais avec le garçon du voisin? Les lettres étaient ma bouée de sauvetage. Chaque mois, si j'avais de la chance, je recevais une de Madame Abernathy, la voisine de Caroline, qui avait accepté d'être notre conduit secret. Elle envoyait des enveloppes d'apparence innocente, adressées d'une newsletter de cercle de tricot. Richard ne soupçonnait rien. Il jetait le courrier sur la table de la cuisine et retournait à son journal ou sa bouteille. À l'intérieur de chaque enveloppe, il y avait des nouvelles de mon fils. Michel a perdu sa première dent. Michel a commencé l'école maternelle. Michel a rejoint les Louveteaux. Chaque étape que je manquais était un couteau dans mon cœur, mais aussi une preuve qu'il était vivant, grandissant, s'épanouissant. Caroline l'élevait bien. Il demande après toi, écrivait Madame Abernathy en 1962. Caroline lui dit que tu es malade et ne peut pas voyager. Mais que tu l'aimes beaucoup. Il garde ta photo près de son lit. N'est que je devais être prudente avec ces lettres. Je les lisais une fois, mémorisais chaque mot, puis les brûlais dans l'évier de la cuisine pendant que Richard était au travail. Je ne pouvais pas risquer qu'il les trouve, les cendres tourbillonnées dans l'évier, mais les mots restaient avec moi, des trésors que je pouvais revisiter dans mes moments les plus sombres. En 1963, quand le président de Gaulle a échappé à une tentative d'assassinat, tout le pays était en émoi. Richard est resté à la maison pendant 3 jours, buvant et regardant les informations télévisées. Il était particulièrement instable pendant ce temps. La tragédie nationale devenait personnelle pour lui. Il a fracassé notre télévision quand ils ont montré un reportage sur l'incident. J'ai dû nettoyer le verre pendant qu'il s'évanouissait sur le canapé. Pendant ces années, j'ai vieilli de décennies en 1965 à seulement 27 ans. Les étrangers pensaient souvent que j'avais la fin de la trentaine, le stress constant, l'hypervigilance nécessaire pour naviguer la vie avec Richard, le chagrin de la séparation d'avec mon enfant. Tout cela s'est gravé sur mon visage, dans mes os même. Je travaillais au Café Rosie 6 jours par semaine. Rosie elle-même était une vieille dure à cuire qui posait pas de questions quand j'arrivais avec des bleus, mais elle me donnait des quarts supplémentaires quand Richard partait dans ses beuveries et parfois glissait un peu d'argent supplémentaire. Pour ton fond, pour les jours de pluie, clignait-elle de l'œil. Elle ne savait pas pourquoi j'économisais.
mais elle savait que j'avais besoin d'une issue. Le café est devenu mon sanctuaire. D'une certaine manière, là-bas, je pouvais être Marthe, la serveuse efficace, agréable, normale. Les clients discutaient avec moi du temps, complimentaient la rapidité de mes remplissages de café, laissaient des pourboires avec de vrais sourires pendant 8 heures par jour. Je pouvais prétendre être une femme ordinaire, vivant une vie ordinaire. C'est au café que j'ai rencontré la docteure Sarah Cohen en 1968. Elle était nouvelle en ville, installant un petit cabinet médical. Contrairement aux autres médecins de notre communauté conservatrice, elle était une femme célibataire et n'allait pas à l'église. Les ragots de la ville s'en donnaient à cœur joie. La docteure Cohen venait tous les mercredis pour le déjeuner, commandant toujours la même chose, un sandwich à la dinde sur du pain de seigle, sans mayonnaise et un café noir. Elle apportait des revues médicales, lisant pendant qu'elle mangeait. Un jour, elle a levé les yeux alors que je remplissais son café et a dit ce poignet a besoin d'une radiographie. Je m'étais foulé le poignet la veille au soir. Quand Richard m'avait tordu le bras derrière le dos, je l'avais bandé étroitement avec une bandasse et était venu travailler quand même. Ce n'est rien. Elle dit rapidement, juste la maladroite que je suis, elle m'a fixé du regard un long moment, puis a dit doucement « Mon cabinet est ouvert jusqu'à 19 heures le jeudi. Pas besoin de rien de vous ?» Oui, je suis jamais allée à son cabinet. Je ne pouvais pas risquer que Richard le découvre. Mais la docteure Cohen continuait à venir au café et parfois elle laissait des brochures sous son assiette avec son pourboire, des informations sur un refuge pour femmes à Marseille, sur l'aide juridique. Je les mettais rapidement dans ma poche, les cœurs battantes, et les lisais dans les toilettes pendant ma pause avant de les détruire. Pendant tout ce temps, Michel grandissait. Les lettres me disaient qu'il réussissait bien à l'école, particulièrement en mathématiques. Il a rejoint l'équipe de football. Il a eu sa première petite amie à 13 ans, une fille nommée Penny, avec des cheveux roux et des taches de rousseur. Caroline s'est assurée qu'il ait un appareil dentaire quand il en avait besoin, l'emmenait pêcher le week-end, l'aidait avec ses devoirs. Il devient tout un jeune homme, écrivait Madame Abernathy en 1970. Il est plus grand que Caroline maintenant. Sa voix a changé. Caroline dit que parfois, quand il se concentre fort sur quelque chose, il a ce petit sillon entre les sourcils, juste comme toi. Cette lettre m'a fait sangloter si fort que j'ai dû faire couler la douche pour masquer le bruit. Mon bébé n'était plus un bébé, il avait 6 ans, presque un homme, et j'avais tout manqué. La partie la plus dure était de savoir qu'il pourrait me détester. Qu'est-ce que Caroline lui avait dit en grandissant? Comprenait-il pourquoi je l'avais envoyé loin, mais était restée moi-même? Ou pensait-il que je l'avais abandonné? Cette pensée me torturait. La violence de Richard allait et venait au fil des années, alors que les années 1960 cédaient la place aux années 1970. Il buvait plus, mais frappait moins. Il avait perdu
son emploi dans la construction et, et travailler maintenant sporadiquement quand quelqu'un était assez désespéré pour l'embaucher. Notre maison. Autrefois, la fierté de mes efforts domestiques se détériorait avec notre mariage. Le soleil méditerranéen écaillait la peinture, le toit fuyait, la cour devenait envahie de plantes broussailleuses. Je continuais à travailler, à économiser $1973. J'avais près de 3 € cachés dans ce trou sous les planches du placard. Une fortune, selon mes critères, gagnait 1 centime à la fois sur 15 ans. Il y avait ce que tous les champagnons, avec des mèches grises dans mes cheveux, autrefois au burn, et des rides marquant mon visage. Mais l'argent représentait la liberté. Et chaque fois que j'y ajoutais, je sentais une étincelle de la jeune fille que j'étais autrefois, celle qui rêvait de bonheur. J'avais un plan. Michel aurait bientôt 20 ans. Une fois qu'il serait adulte, une fois qu'il serait solidement établi dans sa propre vie, je partirais. Richard ne pourrait plus lui faire de mal. J'irai quelque part loin, peut être en Bretagne ou en Normandie, où j'avais entendu dire que les arbres poussaient si épais qu'ils bloquaient le soleil, où il pleuvait assez pour laver la poussière méditerranéenne et les souvenirs. Mon 46 anniversaire est passé sans célébration en février 1974. Richard a oublié, comme il l'avait fait pendant de nombreuses années. Rosie m'a donné un cupcake avec une seule bougie à la fin de mon quart. Fais son vœu, ma chérie, a-t-elle dite? J'ai fermé les yeux et souhaité la même chose que j'avais souhaité pendant 15 ans. Tenir mon fils à nouveau, juste une fois. Une semaine plus tard, je suis rentrée du travail pour trouver Richard évanoui sur le canapé. Comme d'habitude, j'ai accroché mon manteau en silence, enlevé mes chaussures et vérifié le courrier qui avait été glissé par la fente de notre porte d'entrée, Factures, publicité, et une lettre avec une écriture inconnue. L'adresse de retour a fait arrêter mon cœur. Elle venait de Lille, mais pas de Madame Abernathy. Cette lettre m'était adressée directement de Michel Thompson. Mon fils m'avait trouvée avec des mains tremblantes. J'ai glissé la lettre dans ma poche et suis allée dans la salle de bain, le seul endroit dans notre petite maison où je pouvais compter sur quelques minutes d'intimité. J'ai fermé la porte à clé, ouvert le robinet pour masquer tout bruit et soigneusement ouvert l'enveloppe. Chère maman, commençait-elle, et ces deux simples mots m'ont presque brisé. J'ai dû presser ma main contre ma bouche pour m'empêcher de crier. La lettre qui changerait tout était maintenant dans mes mains. Et en lisant les mots de mon fils pour la première fois en 15 ans, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Certaines lettres ne sont que de l'encre sur du papier. D'autres réécrivent toute votre existence. Je me suis assise sur le carrelage froid de notre salle de bain, le dos contre le papier peint écaillé, lisant et relisant les mots de mon fils jusqu'à ce qu'il se brouille à travers mes larmes. Chère maman, commençait la lettre, tante Caroline pense que je ne devrais pas écrire ceci. Elle dit que cela pourrait te mettre en danger, mais j'ai 20 ans maintenant et je mérite de connaître la vérité. Je mérite de comprendre pourquoi ma mère m'a envoyée loin mais n'est pas venue elle-même. J'ai des questions auxquelles seul toi peux répondre. Son écriture était soignée, précise.
comme regarder les mains d'un étranger se déplacer sur la page. C'était mon fils, mais pas le petit garçon dont je me souvenais. C'était l'écriture d'un homme, les pensées d'un homme. Je connais des bribes de l'histoire depuis des années. Continuait-il? Tante Caroline a essayé de me protéger quand j'étais plus jeune, me disant que tu étais malade, que tu viendrais quand tu pourrais. Mais en grandissant, j'ai commencé à poser des questions plus difficiles. L'année dernière, pour mon 19 anniversaire, elle m'a tout raconté à propos de Richard, des abus, du choix que tu as fait de me sauver, tout en restant toi-même. Ma poitrine me faisait mal en imaginant Caroline assise avec mon garçon, expliquant la laideur du monde, brisant toutes les idées innocentes qu'il aurait pu avoir sur sa mère absente. J'étais en colère au début, écrivait Michel, en colère que tu n'aies pas lutté plus fort, que tu ne sois pas venu avec moi ce jour-là, que tu aies choisi de rester avec un monstre plutôt qu'avec ton fils. Je ne pouvais pas comprendre quel genre de mère ferait ce choix. Chaque mot était une lame méritée entre mes côtes. Combien de fois m'étais-je posé les mêmes questions? Étais-je une lâche? Aurais-je dû tout risquer et m'enfuir avec lui? Mais ensuite, tante Caroline m'a montré les lettres, toutes les lettres que tu avais écrites au fil des années, que Madame Abernathy transmettait, elle les avait toutes gardées. Elle m'a montré comment tu les avais numérotées au cas où elles arriveraient dans le désordre. Il y avait 172 lettres Maman, 172 morceaux de ton cœur que tu as envoyés à travers le pays à un fils qui ne pouvait pas répondre. J'ai pressé ma main contre ma bouche, étouffant un sanglot. Caroline les avait toutes gardées. J'avais imaginé qu'elle les lisait à Michel quand il était petit, puis les jetait. L'idée qu'elle avait préservé cette piste de papier de mon amour m'a submergée. Je les ai toutes lues en un week-end. Écrivait Michel, j'ai appris comment tu faisais des doubles quarts pour économiser de l'argent, pour t'échapper, comment tu fêtais mes anniversaires en secret, comment tu suivais chaque étape, même si tu n'étais pas là pour les voir. Dans une lettre de 1965, tu décrivais comment tu passais devant l'école quand les enfants étaient en récréation, juste pour entendre le son des enfants de mon âge jouant. Je me souvenais de cette lettre. C'était une période particulièrement sombre. Richard m'avait cassé la clavicule la semaine précédente. Et les médicaments contre la douleur m'avaient rendu mélancolique, plus vulnérable dans mon écriture que d'habitude dans tes lettres. J'ai trouvé la mère que je ne connaissais pas, la femme qui chantait « Tuer mon soleil à elle-même le jour de mon anniversaire chaque année », la femme qui gardait un caillou que je lui avais donné quand j'avais 3 ans dans la poche de son tablier de travail, le touchant comme un talisman tout au long de la journée, la femme qui a enduré l'enfer pour que je n'ai pas à le faire. Un ronflement bruyant du salon m'a fait sursauter. Richard était toujours évanoui, mais pour combien de temps j'avais besoin de finir de lire, de mémoriser chaque mot, avant de devoir détruire cette précieuse connexion avec mon fils. J'étudie l'ingénierie à l'université de Lille, continue à Michel, j'ai une bourse. Tante Caroline dit que j'ai ton intelligence, que tu lisais toujours curieuse de savoir comment les choses fonctionnaient. J'ai tes yeux, dit-elle, et ton entêtement, mas jena sauris pas, jenai cunesseble foto de toi.
celle que tu as glissée dans mon ours en peluche quand je suis partie, elle est fanée maintenant. Usée par la manipulation, j'essayais de l'imaginer 20 hands à l'université, étudiant des équations complexes et construisant l'avenir, mon beau garçon, en sécurité et éduqué, avec des opportunités que je n'aurais jamais pu lui donner ici. Maman, j'ai assez attendu, je ne veux plus seulement lire sur ta vie, je veux en faire partie et je veux que tu fasses partie de la mienne. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Que disait-il? Donc, c'est pas juste une lettre, c'est une mission de sauvetage. Le paragraphe suivant expliquait tout en détail précis. Dates, heure, lieu. Michel avait planifié mon évasion. Lui et Caroline y travaillaient depuis des mois. Ils avaient loué un appartement à Brest où vivait la sœur de Caroline. Ils m'avaient obtenu un entretien d'embauche dans une librairie appartenant à une amie de la famille. Ils avaient même consulté un avocat sur la manière de me protéger légalement si Richard venait me chercher. Nous serons à Marseille le 17 avril, écrivait-il. Nous avons réservé 2 chambres au Holiday Inn sur l'avenue centrale. Je t'attendrai là-bas pendant que tante Caroline viendra te chercher. Tout ce que tu as à faire, c'est prête. Emballe seulement ce que tu peux porter dans un sac. Pars pendant qu'il est au travail ou endormi. Prends un bus pour Marseille. Nous avons joint l'argent pour le trajet et appelle ce numéro depuis la gare. Épinglé à la lettre, il y avait 30 € et une carte de visite avec un numéro de téléphone écrit au dos. Si le 17 avril ne fonctionne pas, nous attendrons un jour, une semaine, un mois, le temps qu'il faudra, mais s'il te plaît, maman, ne fais pas attendre encore 15 ans. J'ai vécu la majeure partie de ma vie sans toi. Je ne veux plus en manquer. La lettre se terminait simplement. Je t'aime. Je te pardonne. Viens à la maison pour moi. Ton Fils. Michel. J'ai plié la lettre avec des mains tremblantes, la pressant contre mon cœur. Le 17 avril, c'était dans 3 semaines seulement. Après 15 ans de planification, d'économie et de survie, mon salut avait une date au calendrier, mais pouvais-je le faire? Richard était de plus en plus imprévisible ces derniers temps. Sa consommation d'alcool avait empiré et il avait développé une paranoïa qui n'était pas là avant. Il m'avait accusé d'avoir des aventures, de voler son argent, d'empoisonner sa nourriture. La semaine dernière, il m'avait attrapé le bras assez fort pour laisser des marques en forme de doigts, pensant que j'avais pris trop de temps à l'épicerie. Et s'il me surprenait en train d'essayer de partir, et s'il me suivait à Marseille, et s'il trouvait Michel, la peur familière commençait à ramper le long de ma colonne vertébrale. La même peur qui m'avait gardée prisonnière si longtemps. Ne serait-ce pas plus sûr de rester, plus sûr pour Michel, si je restais la prisonnière de Richard? N'était-ce pas ce que je me disais depuis 15 ans? Mais en relisant la lettre, quelque chose a changé en moi. Mon fils n'était plus l'enfant vulnérable qui avait besoin de protection. Il était un homme maintenant prenant ses propres décisions, prenant ses propres risques, et il avait choisi de se risquer pour moi. Je me suis regardée dans le miroir au-dessus de l'évier, vraiment regardée pour la première fois depuis des années.
cheveux gris, rides profondément gravées autour de mes yeux et de ma bouche, épaules définitivement courbées, comme si elle se préparait perpétuellement à un coup. J'avais qu'à des Shimshashans. Combien d'années encore sacrifierais-je à la peur? Un souvenir a émergé, quelque chose que la docteure Cohen m'avait dit l'année dernière, quand j'avais finalement craqué et visité son cabinet pendant une des absences de Richard en ville. Elle avait correctement bandé mon poignet foulé. Elle dit: le moment le plus dangereux pour une femme dans votre situation est quand elle décide de partir, mais le deuxième plus dangereux est chaque jour qu'elle reste. Puis j'ai glissé la lettre dans mon soutien-gorge, près de ma peau, puis j'ai jeté l'enveloppe vide dans les toilettes et fait couler l'eau dans l'évier pour laver toute trace de larmes. Quand je suis sortie de la salle de bain, Richard ronflait encore sur le canapé, une bouteille vide sur le sol à côté de lui. Je suis allée dans notre chambre et me suis allongée de mon côté du lit, fixant le plafond. Le 17 avril, je répétais la date dans mon esprit, comme une prière, comme une promesse. Pour la première fois en 15 ans, je me suis autorisée à imaginer une vie différente. Une où je pourrais me réveiller sans peur, parler sans calculer le risque de chaque mot, exister sans surveiller constamment l'humeur d'une autre personne. Une vie où je pourrais enfin être à nouveau la mère de Michel. Le lendemain matin, Richard s'est réveillé avec sa gueule de bois habituelle, grognon et hostile. J'ai gardé la tête baissée, fait son café exactement comme il l'aimait, enduré ses plaintes sur les œufs trop coulants. Chaque moment semblait surréaliste. Je traversais des mouvements familiers tout en portant cet énorme secret. J'avais un plan. J'avais un avenir. Dans 3 semaines seulement, je pourrais être libre. Je suis allée travailler au café comme d'habitude, mais tout semblait différent. Les visages familiers des clients réguliers, la routine de remplir les tasses de café et de prendre les commandes, tout avait un air de finalité. Je me suis retrouvée à remarquer des petits détails que j'avais négligés pendant des années. La façon dont la lumière méditerranéenne traversait les stores en fin d'après-midi, créant des motifs sur les comptoirs en formica, la manière dont Rosie fredonnait avec la radio en travaillant à la plancha, le grincement particulier de la porte battante entre la cuisine et la salle à manger, tout cela deviendrait bientôt des souvenirs. Encore 3 semaines de cette vie. Je n'osais pas écrire à Michel. Tout courrier sortant pourrait être intercepté par Richard. À la place, je me suis concentrée sur une préparation subtile. J'ai pris des quarts supplémentaires expliquant à Richard que Rosie manquait de personnel. L'argent supplémentaire allait directement dans mon fonds d'évasion. J'ai inventorié mes possessions mentalement, décidant des quelques objets que je pourrais justifier d'emporter. L'alliance resterait que Richard la mette en gage. S'il avait besoin d'argent, les quelques bijoux que j'avais hérités de ma mère viendraient petits, précieux, facile à transporter. Les vêtements pourraient être remplacés, mais pas les photos. J'avais une poignée de photos de mes parents, de mon enfance, de Michel bébé. Celle-ci viendrait avec moi, glissée dans ma seule robe, avec des poches. Au fil des jours, je devenais de plus en plus nerveuse. Richard semblait boire moins, m'observer plus. Avait-il remarqué quelque chose de différent dans mon comportement?
Mon espoir était-il visible, me trahissant par une légèreté dans mon pas ou une lueur dans mon regard? Un soir, environ une semaine avant mon évasion prévue, il m'a coincé dans la cuisine. Tu arrives bizarrement, a-t-il dit, son souffle chaud sur mon visage. Tu as quelque chose à me dire, Mars? Mon cœur battait si fort. J'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Non, ai-je réussi à dire, gardant les yeux baissés, juste fatigué par l'écart supplémentaire. Il m'a attrapé le menton, me forçant à le regarder. Tu ferais mieux de ne pas planifier quelque chose de stupide. Tu sais ce qui arrive aux femmes qui essaient de faire passer leur mari pour des idiots. Je le savais, je l'avais vu de mes propres yeux quand notre voisine, Madame Daniel, avait essayé de quitter son mari en 1968. Elle avait fini à l'hôpital avec une mâchoire cassée et Monsieur Daniel avait dit à tout le monde qu'elle était tombée dans les escaliers. Personne n'avait posé de questions. Je ne planifie rien et je chuchotais. Où irai-je? Je n'ai personne. Il a étudié mon visage pendant ce qui semblait une éternité avant de me relâcher avec une poussée. Sacrément vrai que tu n'as personne. Souviens-t'en. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à côté de lui, écoutant sa respiration, me demandant si le 17 avril était un fantasme que je ne réaliserais jamais. Étais-je surveillée? Richard avait-il intercepté la lettre de Michel d'une manière ou d'une autre? Mon fils était-il déjà à Marseille, attendant une mère qui n'arriverait jamais? La peur me paralysait presque, mais ensuite je me suis souvenue de quelque chose dans une des brochures de la docteure Cohen. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action face à la peur. J'avais 3 choix. Je pouvais rester et mourir lentement dans cette prison de mariage. Je pouvais essayer de m'enfuir et peut-être mourir rapidement si Richard me rattrapait, ou je pouvais faire confiance au plan, faire confiance à mon fils, et peut être vivre au fil de la semaine. J'ai fait mes dernières préparations en secret absolu. J'ai caché de petites sommes d'argent à différents endroits sur mon corps, cousues dans l'ourlet de mon uniforme, glissées dans la doublure de mes chaussures de travail, pliées dans un tampon hygiénique que je savais que Richard ne toucherait jamais. J'ai mémorisé les horaires de bus. J'ai mentionné avec désinvolture à Rosie que je pourrais avoir besoin de quelques jours de congé bientôt pour une procédure féminine. Elle a hoché la tête avec sympathie, sans poser de questions. Et puis, soudain, c'était la veille. Le 16 avril 1974, une nuit de plus dans cette maison, une nuit de plus à prétendre, une nuit de plus de peur. En servant les clients au café, je disais silencieusement au revoir à chaque visage familier, au revoir au box où Monsieur Henderson s'asseyait tous les matins avec son journal et son café noir, au revoir à la table d'angle où les dames du salon de coiffure se réunissaient le mercredi pour de la tarte et des ragots, au revoir à Rosie, qui avait été la chose la plus proche d'une amie que j'avais eue en 15 ans. Je n'osais dire à personne que je partais, moins de gens savaient, plus Michel serait en sécurité, plus je serais en sécurité. Ce soir-là, j'ai cuisiné le repas préféré de Richard, un rôti de bœuf avec des pommes de terre et des carottes.
J'ai porté la robe bleue qu'il aimait. J'ai ri à ses blagues. Aussi laides soyent elles. J'étais l'épouse parfaite. Soumise. Une dernière performance avant que le rideau ne tombe. Quand il m'a demandé de lui chercher une autre bière, je l'ai fait sans me plaindre, même si mon esprit criait que c'était la dernière fois, la toute dernière fois, que je servirais cet homme. En lui tendant la bouteille froide, nos doigts se sont touchés brièvement. Il a levé les yeux vers moi et pendant un instant, j'ai vu une lueur de l'homme jeune et charmant qui m'avait autrefois fait chavirer. Elle a disparu rapidement, remplacé par les yeux durs de l'étranger qu'il était devenu. Pourquoi tu souris? A-t-il exigé? Je n'avais pas réalisé que je le faisais. J'ai rapidement corrigé mon expression. Je pensais juste à comment réparer cette déchirure dans ta chemise de travail demain et je mentis avec aisance. Des années de pratique rendant la tromperie sans effort, il a grogné, apparemment satisfait, et a reporté son attention sur la télévision. Plus tard, en lavant la vaisselle, j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine la nuit méditerranéenne, les étoiles incroyablement brillantes contre le ciel noir. Quelque part là dehors, mon fils m'attendait. Après 15 ans d'obscurité, l'aube se levait, enfin. Die Main, la lettre qui avait tout changé tiendrait sa promesse. Die Main, je serai enfin libre. Il y a des moments où le temps semble s'arrêter, où le passé et l'avenir s'effondrent en un seul battement de cœur de possibilités. Le 17 avril 1974 s'est levé comme n'importe quel autre jour dans le Var, le soleil se levant dur et doré sur le paysage méditerranéen. Mais pour moi, c'était le jour où le monde changerait pour toujours. Je me suis réveillée avant Richard, tout mon corps vibrant d'adrénaline. J'avais à peine dormi, dérivant et hors de rêve nerveux. L'horloge indiquait 5-17 du matin, encore sombre dehors, la maison silencieuse, sauf pour la respiration lourde de Richard à côté de moi. Je suis restée immobile, répétant le plan dans mon esprit. Richard partirait pour son travail de construction à 6h30. Je pourrais aller travailler au café comme d'habitude pour mon quart du matin. À midi, je dirais à Rosie que je me sentais pas bien, Passenmensong complète, car mon estomac bouillonnait déjà d'anxiété. Ensuite, au lieu de rentrer à la maison, je récupérerais mon argent caché sous la planche, prendrais le petit sac que j'avais caché derrière le chauffe-eau dans le garage 3 jours plus tôt et marcherais jusqu'à la gare routière du centre-ville. Si tout se passait selon le plan, je serais à Marseille vers 15h30. J'appellerais le numéro que Michel avait fourni à l'heure du dîner. Je serais avec mon fils pour la première fois en 15 ans. Si simple sur le papier, si terrifiant dans la réalité. Richard a remué à côté de moi et j'ai immédiatement fermé les yeux, prétendant dormir. Il a grogné, se stretourne, et le lit a grincé alors qu'il se levait. J'ai écouté ses pas traînant vers la salle de bain, le bruit de l'eau qui coulait, le flush des toilettes, des sons matinaux ordinaires qui avaient été la bande-son de ma vie emprisonnée. J'ai attendu d'entendre qu'il était dans la cuisine avant de me lever, m'habillant rapidement avec l'uniforme que j'avais préparé la veille. Rien d'inhabituel, rien qui pourrait déclencher ses soupçons. Je l'ai rejoint en bas, fait son café, frites ses oeufs, beurré son pain, la même routine que j'avais exécutée des milliers de fois auparavant.
Tu travailles tard ce soir, a demandé Richard, sans lever les yeux de son journal. Mon cœur a bégayé. Non, juste le quart du matin. Pourquoi? Il a haussé les épaules. Je pensais que Rosie pourrait avoir besoin d'aide supplémentaire. C'est vendredi. Elle n'a rien dit. Ai-je répondu, gardant ma voix stable, tandis que mon esprit s'emballait. Soupçonnait-il quelque chose? Avait-il intercepté la lettre de Michel? Après tout, eh bien, si elle demande, tu devrais accepter, on pourrait utiliser l'argent. Il a vidé sa tasse de café et s'est levé, attrapant son panier repas sur le comptoir. Ne m'attends pas si je suis en retard. Les gars parlaient d'aller prendre un verre après le travail. Le soulagement m'a envahi. Il prévoyait de sortir boire, ce qui signifiait qu'il ne vérifierait pas où j'étais avant, beaucoup plus tard ce soir. Dit-il, je serai loin, passe une bonne journée. Et je dis les mêmes mots que j'avais dit chaque matin pendant près de 2 décennies. Il a grogné en réponse et est parti sans un regard en arrière. La porte d'entrée a claqué et j'ai entendu le moteur de son camion rugir, puis s'estomper alors qu'il s'éloignait. Je suis restée dans la cuisine, soudain submergée par l'énormité de ce que j'étais sur le point de faire. Mes jambes semblaient faibles et j'ai agrippé le bord du comptoir pour me stabiliser. Allais-je vraiment partir après toutes ces années de planification, de rêve et d'économie? Étais-je assez courageuse pour vraiment franchir cette porte et ne jamais revenir? La lettre de Michel était toujours glissée dans mon soutien-gorge, près de mon cœur. Je l'ai sortie et l'ai relue une fois de plus, puisant de la force dans ces mots. Je t'aime, je te pardonne, viens à la maison pour moi. Je l'ai soigneusement repliée et remise à sa place. Puis j'ai lavé la vaisselle du petit déjeuner, essuyé les comptoirs et rangé le salon. Un dernier acte de l'épouse dévouée que je ne serai plus jamais. Mon quart au café s'est passé dans un flou. Je bougeais en pilote automatique, versant du café, prenant des commandes, discutant avec les réguliers. Chaque fois que la cloche au-dessus de la porte tintait, je sursautais, m'attendant à moitié à voir Richard faire irruption, conscient de mon plan d'une manière ou d'une autre, mais ce n'était jamais lui, juste des clients allant et venant un vendredi ordinaire. À midi précis, je me suis approchée de Rosie à la plancha. Je me sens pas bien, et je dis, pressant une main sur mon estomac, est-ce que ça irait si je partais tôt? Rosie m'a regardé, son visage ridé, inquiet. Tu as l'air pâle, ma chérie, rentre chez toi et repose-toi. Merci, ai-je dit, et sur une impulsion, j'ai tendu la main et serré sa main usée. Pour tout, quelque chose dans mon ton a dû l'alerter. Elle a étudié mon visage attentivement. Marthe, tout va bien. Pendant un instant, j'ai été tentée de tout lui dire à propos de Michel, de mon plan d'évasion, de la nouvelle vie qui m'attendait à Brest. Mais moins de gens savaient, plus nous serions tous en sécurité. Tout va bien. L'ai-je assuré? Juste un virus d'estomac. J'ai pensé, elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle a hoché la tête. Prends soin de toi, tu entends.
Je me suis changée de mon uniforme dans la salle de bain des employés, mettant la robe simple et le gilet que j'avais apporté. Rien de distinctif, rien de mémorable, juste une femme d'âge moyen, vacante à ses affaires. Au lieu de tourner à gauche vers la maison en quittant le café, j'ai tourné à droite, me dirigeant vers le centre-ville. Mon cœur battait si fort. J'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Chaque pas m'éloignait de mon passé et me rapprochait de mon avenir. Et à chaque pas, je m'attendais à sentir une main sur mon épaule, à entendre la voix de Richard exigeant de savoir où je pensais aller. Mais personne ne m'a arrêté, dont personne ne m'a même jeté un second regard. Le soleil du Var frappait sans pitié alors que je marchais les 10 pâtés de maison jusqu'à notre maison. Le quartier était calme, la plupart des gens au travail ou restant à l'intérieur pour échapper à la chaleur. Je me suis glissée à l'arrière de la maison, utilisant la clé cachée sous le pot de fleurs pour entrer par la porte de la cuisine. La maison était silencieuse, vide. Je me suis rapidement dirigée vers le placard de la chambre. J'ai soulevé la planche branlante et récupéré mon fonds d'évasion, 3,42 € économisés sur 15 ans de planification secrète. J'ai fourré l'argent dans différentes poches de mes vêtements, ne voulant pas tout garder au même endroit. Puis, je suis allée au garage et poussé l'équipement de pelouse rouillé et sorti la petite valise que j'avais cachée quelques jours plus tôt. À l'intérieur, il y avait quelques changes de vêtements, le médaillon de ma mère, la poignée de photos que je ne pouvais supporter de laisser derrière et un livre de poésie qui avait été mon compagnon pendant les nuits les plus sombres. J'ai jeté un dernier regard autour de la maison, qui avait été ma prison pendant tant d'années, les rideaux fanés, le canapé affaissé, la tache d'eau au plafond que Richard avait promis de réparer il y a 5 ans. Rien ici ne m'appartenait, pas vraiment. Rien ici ne valait la peine de rester. J'ai fermé la porte derrière moi sans regarder en arrière. La marche jusqu'à la gare routière a pris 20 minutes. Chaque pas était à la fois terrifiant et exaltant. Était-ce ainsi que les prisonniers se sentaient lorsqu'ils étaient libérés de prison? Ce mélange étrange d'incrédulité et d'espoir fragile à la gare. J'ai acheté mon billet pour Marseille, ma voix stable malgré le tonnerre de mon poule dans mes oreilles. L'employé m'a à peine regardé, glissant le billet à travers le comptoir avec une expression ennuyée. J'étais personne de spécial, juste une femme prenant un bus un vendredi après-midi. Le bus était à moitié vide. J'ai choisi un siège près du milieu, pas trop voyant, et placé ma petite valise sur le porte-bagages au-dessus. Alors que le moteur rugissait et que le bus s'éloignait de la gare, je me suis enfin autorisée à expirer. Je le faisais vraiment. Le paysage du Var défiler à l'extérieur de la fenêtre, pines, parasols dressés comme des sentinelles aux formations rocheuses, rouges, s'élevant majestueusement au loin, le ciel bleu sans fin s'étendant à l'infini. Pendant 15 ans, ce paysage rude avait été l'arrière-plan de mon emprisonnement, maintenant. C'était le décor de ma libération. Le trajet jusqu'à Marseille a pris un peu plus de 2 heures, alors que le bus entrait dans le terminal. Mon anxiété est revenue en force
Et si Michel n'était pas là? Et si tout cela n'était qu'une cruelle plaisanterie ou une terrible erreur, avec des mains tremblantes, j'ai récupéré ma valise et suis descendue du bus dans le terminal animé de Marseille. Suivant les instructions de la lettre de Michel, j'ai trouvé une cabine téléphonique et composé le numéro avec des doigts qui semblaient pas m'appartenir. Ça a sonné une fois, 2 fois, 3 fois. Ma gorge s'est serrée de panique. Puis une voix féminine. « Allô, Caroline ?» Ma voix s'est brisée sur son nom. Une inspiration brusque à l'autre bout. « Marthe, est toi ?» Oui, ai-je chuchoté. Je suis là, je suis à Marseille. Sa voix a changé, devenant vive, efficace. Reste exactement où tu es. Je serai là dans 15 minutes. Je conduis une Ford Mustang bleue. La ligne s'est coupée et je suis restée là, serrant le combiné, mes genoux faibles de soulagement et de terreur. 15 minutes, après 15 ans, encore 15 minutes de plus, je me suis assis sur un banc à l'extérieur du terminal, ma valise serrée sur mes genoux, regardant chaque voiture qui approchait. Une Mustang bleue s'est arrêtée au bord du trottoir et une femme en est sortie, grande, avec des cheveux au burn striés d'argent. Caroline, ma sœur, 15 ans plus âgée, mais instantanément reconnaissable. Nos yeux se sont rencontrés et le temps semblait s'arrêter. Puis elle s'est précipitée vers moi et je me suis levée et nous nous sommes accrochés l'une à l'autre, toutes deux pleurant. « Tu es venu ?» Ne cessait-elle de dire. « Tu es vraiment venu ? Est-il là ?» ai-je demandé, me reculant pour scruter son visage. « Est-ce que Michel est là ?» Elle a hoché la tête, essuyant les larmes de ses joues. À l'hôtel, il voulait venir, mais nous avons pensé que c'était plus sûr si je venais seule. Moins voyant, elle m'a aidé à monter dans la voiture, à ranger ma petite valise dans le coffre et a conduit avec une confiance que j'avais oublié que les femmes pouvaient posséder. Les rues de Marseille défilaient en flou alors qu'elles naviguaient dans la circulation, me jetant occasionnellement un regard, comme pour se rassurer que j'étais vraiment là. Il est si nerveux, a-t-elle dit avec un petit rire. Il a fait les 100 pas dans la chambre d'hôtel toute la journée. Je lui ai dit d'aller nager dans la piscine, d'essayer de se calmer, mais il n'a pas voulu partir. Au cas où tu appellerais, je ne pouvais pas parler. Ma gorge était trop serrée par l'émotion. Il est incroyable. Marthe, a continué Caroline, comprenant peut-être que j'avais besoin d'entendre parler de mon fils brillante, gentil, têtu, comme tout. Il tient ça de toi. Il va obtenir son diplôme en tête de sa classe l'année prochaine. Des entreprises d'ingénierie le recrutent. Déjà, la fierté a gonflé ma poitrine. Mon fils, mon beau garçon, qui était devenu un homme pendant que je vivais une autre vie. Est-ce qu'il... j'ai dégluti difficilement. Est-ce qu'il me déteste d'être restée absente si longtemps? Les mains de Caroline se sont resserrées sur le volant. Il l'a fait pendant un temps, quand il était plus jeune et ne comprenait pas, mais plus maintenant. Il veut juste retrouver sa mère. Le Holiday Inn est apparu devant un bâtiment à plusieurs étages avec une enseigne néon. Caroline s'est garée sur le parking
et a coupé le moteur, elle a tendu la main et serré la mienne. « Chambre 215 », a-t-elle dit doucement. « Ils t'attendent. » Mes jambes semblaient de l'eau alors que je traversais le hall. « Prenez l'ascenseur jusqu'au 2e étage. » Avançait dans le couloir moquetté. Chambre 215. Je me suis tenue devant la porte, figée, incapable de lever la main pour frapper. Et s'il était déçu en me voyant, et si la réalité de sa mère usée, d'âge moyen, ne correspondait pas à l'image qu'il avait portée toutes ces années avant que je puisse reculer. La porte s'est ouverte et il était là, Esgrand, plus grand que je n'avais imaginé, avec des épaules larges et la mâchoire forte de Richard, mais mes yeux, les cheveux bouclés de ma mère, 20 ans, mais avec quelque chose d'ancien dans son regard, alors qu'il me regardait. Maman a-t-il dit, et sa voix était celle d'un homme, pas celle du petit garçon qui vivait dans ma mémoire. Michel, ai-je chuchoté, nous sommes restés figués, un univers de perte et de désir entre nous. Puis il a fait un pas en avant et m'a entouré de ses bras. Et j'ai été enveloppée dans l'étreinte de mon fils, mon enfant, qui était plus un enfant. Tu es venu, a-t-il dit dans mes cheveux, faisant écho aux mots de Caroline, tu es vraiment venue? Et je me suis effondrée. 15 ans de peur et de courage et de sacrifice et de perte se sont déversés de moi, alors que je m'accrochais à lui, sanglotant avec la force d'un barrage qui se rompt. Il m'a ténoué, cet homme fort et jeune, qui était autrefois assez petit pour être porté sur ma hanche, ses propres larmes tombant silencieusement. « Je suis désolée », ne cessais-je de dire. « Je suis tellement désolée de t'avoir envoyé loin. Je suis désolée d'être restée derrière. Je suis désolée pour toutes les années que nous avons perdues. » Il s'est reculé, encadrant mon visage de ses mains. Des mains plus grandes que les miennes maintenant, des mains d'homme. « Ne fais pas ça, a-t-il dit fermement. Tu m'as sauvé la vie. Tu as fait ce que tu devais faire. Je comprends maintenant. Caroline s'est glissée dans la pièce derrière nous, fermant doucement la porte. Nous trois avons passé l'après-midi à parler, à pleurer, à partager les vies séparées que nous avions vécues. Michel m'a montré des photos, lui grandissant, obtenant son baccalauréat, son dortoir universitaire. Caroline a rempli les blancs des histoires que je ne connaissais qu'à travers les lettres. Que se passe-t-il maintenant? Et je demandais finalement la question qui m'avait hantée depuis que j'avais reçu la lettre de Michel. Richard me cercera, quil cerque, a dit Michel. Une dureté dans sa voix qui me rappelait trop son père. Nous avons tout prévu. L'appartement à Brest est au nom de Caroline. L'emploi est arrangé par une amie qui sait être discrète. Nous avons consulté un avocat à propos d'une ordonnance restrictive et la police de Marseille surveille déjà la gare routière au cas où il suivrait ta trace ici, a ajouté Caroline. Mais nous restons pas assez longtemps pour que ça compte. Notre vol pour Brest part demain matin. Brest, une ville de pluie et d'arbres et d'eau, un endroit où Richard ne penserait jamais à chercher une femme qui avait passé toute sa vie dans le Var. Et toi, ai-je demandé à Michel tes études à Lille? Il a souri. Mon sourire, ai-je réalisé,
avec un sursaut de reconnaissance. Je transfère à l'Université de Bretagne occidentale pour ma dernière année. Je serai qu'à 30 minutes de ton nouvel appartement. C'était trop à assimiler, trop parfait pour y croire. Pourquoi faites-vous tout cela? Et je demandais, submergé par leur planification, leur générosité, leur pardon. Michel Prima mène son expression sérieuse, parce que tu es ma mère, parce que pendant 15 ans, tu as enduré l'enfer pour me garder en sécurité. Maintenant, c'est à mon tour de te garder en sécurité. Plus tard, cette nuit-là, après que Caroline était partie dans sa propre chambre, Michel et moi, nous sommes assis sur le balcon de la chambre d'hôtel, regardant les lumières de Marseille, si différentes des étoiles au-dessus de notre petite ville méditerranéenne, mais belles à leur manière. J'ai quelque chose pour toi, a dit Michel, fouillant dans sa poche. Il a sorti un petit ours en peluche usé, le même que j'avais glissé dans sa valise il y a 15 ans quand je l'avais envoyé loin. Tu l'as gardé, ai-je chuchoté, le prenant avec des mains révérencieuses. Bien sûr que je l'ai gardé, il venait de toi. Il a hésité, puis a ajouté il y a quelque chose à l'intérieur. J'ai retourné l'ours et remarqué que la couture le long de son dos avait été soigneusement ouverte et recousue doucement. J'ai écarté les poings et atteint l'intérieur en sortant un morceau de papier plié. C'était la photo que je lui avais donnée, la seule image de moi qu'il avait eue pendant 15 ans. Fanée, froissée, usée par la manipulation, mais toujours moi, souriant à l'appareil, tenant bébé Michel dans mes bras. Je la regardais tous les soirs avant de m'endormir, a dit Michel doucement. J'avais peur d'oublier ton visage. Je ne pouvais pas parler à travers mes larmes. Je repliai soigneusement la photo et la remis dans l'ours, mes doigts tremblants luttant avec la petite ouverture. Tu n'as pas besoin de la remettre, a dit Michel, couvrant mes mains avec les siennes. Tu es là maintenant, la vraie. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait en 15 ans, sachant que mon fils était en sécurité dans le lit d'à côté, sachant que demain apporterait une nouvelle vie, loin de la portée de Richard. Pour la première fois depuis que j'étais jeune fille, je me suis autorisée à rêver d'un avenir. Le matin est arrivé lumineux et plein de promesses. Alors que nous quittions l'hôtel, nous dirigions vers l'aéroport, montions dans l'avion pour Brest. Je m'attendais à ce que quelque chose tourne mal, que Richard apparaisse, que la police nous arrête, que ce beau rêve se brise. Mais rien n'a mal tourné. L'avion a décollé, le Var s'éloignant sous nous, le vaste paysage de mon emprisonnement se réduisant à un patchwork lointain de mer et de collines. Regarde, a dit Michel, pointant par la fenêtre alors que nous volions vers le nord. Il pleut là, devant. J'ai regardé au-delà de lui pour voir des nuages sombres au loin, le scintillement de la pluie en dessous. La pluie, quelque chose que j'avais presque oublié dans le sud aride, la pluie pour laver la poussière, pour nourrir une nouvelle croissance, pour recommencer. Alors que notre avion descendait à travers ces nuages vers Brest, vers ma nouvelle vie, j'ai pensé à la lettre qui avait tout changé,
comment des mots sur du papier m'avaient enfin donné le courage de partir, de me réclamer, de redevenir, une mère après 15 ans de bras vides. J'ai tendu la main pour prendre celle de Michel, m'émerveillant de la manière dont elle englobait la mienne, maintenant, de comment nos rôles s'étaient inversés. Lui, le protecteur, moi la protégée, mais il y avait du réconfort dans cette inversion. Une justesse. Je l'avais gardé en sécurité quand il était petit et vulnérable, maintenant. Il m'aiderait à rester en sécurité. Pendant que j'apprenais à être forte à nouveau, bienvenue à la maison.